Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau chapitre, chapitre 10, on va parler conversion et transfert d'énergie. Alors c'est un chapitre qui est un petit peu dense et on va le faire en 3 parties, et là on va attaquer la première partie, on va se concentrer principalement sur l'énergie électrique et puis voir un peu ensemble les prérequis avant d'aller plus loin. C'est parti. Alors, donc, vous avez déjà vu au collège, et en seconde, que lorsque certaines réactions chimiques se passent, les réactions qu'on appelle les réactions de combustion, il se produit deux phénomènes. On forme de nouvelles espèces chimiques, hein, c'est une réaction chimique. Donc, par exemple, quand on brûle quelque chose, en général, on a la formation du dioxyde de carbone. On a aussi un phénomène où on a un dégagement d'énergie sous forme de chaleur, on appelle ça de l'énergie thermique. On a aussi vu au collège que lorsqu'un objet était en mouvement, à une certaine vitesse v, et qu'il avait une certaine masse m, on pouvait définir pour cet objet une énergie appelée énergie cinétique, équivaut donc 1 demi, la moitié de la masse fois la vitesse au carré, 1 demi de mv2. Bien. D'autre part, on va réutiliser des connaissances liées au courant, à la tension et à la puissance dans un circuit électrique que l'on a déjà vu au collège l'année dernière. Là encore, rien de bien sorcier, on va revoir ça tranquillement. Alors on parle d'énergie assez souvent, assez couramment dans le langage de tous les jours. Là, en science, on va définir proprement ce qu'est l'énergie, et on va voir que c'est pas du tout évident, en fait. Alors, ce qu'on va appeler en science, c'est-à-dire physique, chimie, SVT, etc., ce qu'on va appeler en science l'énergie, c'est une quantité mathématique qu'on peut définir pour tout système, et qui a la propriété très importante d'être constante, c'est-à-dire qui est tout le temps la même quand le système est fermé. Alors la définition est un peu tautologique, c'est-à-dire que c'est un peu une boucle sur elle-même, parce que le système fermé, c'est un système qui n'échange rien avec l'extérieur, donc en particulier qui n'échange pas d'énergie, donc forcément son énergie est constante puisqu'elle ne change pas à l'intérieur. Donc juste, il faut bien se rappeler, quand un système est complètement isolé du reste du monde, si on définit une énergie, l'énergie à l'intérieur de ce système, comme il est isolé, comme il est fermé, elle est forcément constante. Alors, le fait qu'elle soit constante ne veut pas forcément dire que rien ne bouge. En fait, cette énergie, cette quantité mathématique, on va voir qu'on va pouvoir changer sa nature ou l'échanger entre deux systèmes qui sont plus fermés dans ces cas-là, puisqu'ils échangent entre eux. Le concept est complètement abstrait. D'ailleurs, il n'existe pas d'appareil pour mesurer l'énergie. On ne peut pas vous montrer de l'énergie, vous ne pouvez pas la toucher, la voir, la découper en deux, etc. C'est un concept mathématique abstrait. Par contre, ce concept est extrêmement fécond puisqu'il permet de faire plein de calculs et de résoudre plein de problèmes qui autrement seraient quasiment impossibles à résoudre. C'est un concept, donc c'est une idée. Elle a été plus ou moins évoquée dès le XVIIIe siècle, et ça fait que 2 siècles qu'on en a une définition à peu près rigoureuse et claire pour tout le monde, et unanimement approuvée. Alors, on va la calculer, on ne va pas la mesurer directement, mais on va la calculer en joules. Alors, on a vu auparavant qu'on pouvait aussi la calculer en électronvolts, qui est une autre échelle de mesure de l'énergie, qui est plutôt utilisée à l'échelle atomique. Et on utilise aussi parfois la calorie, qui sert plus trop en sciences, en physique ou en chimie. Par contre, on l'utilise encore dans des domaines, par exemple comme la diététique, pour évaluer la quantité d'énergie utilisable dans les aliments. Mais il vaut mieux utiliser les joules, c'est plus simple et plus propre. Alors, on confond souvent l'énergie avec plein d'autres choses qui ne sont pas de l'énergie. Par exemple, on confond régulièrement l'énergie et la puissance. La puissance se mesure en watts, pas en joules. C'est pas la même chose, on va voir la différence entre les deux tout à l'heure. On confond des fois l'énergie avec la force, les forces se mesurent en newton, hein, ou avec la température, et les températures se mesurent en Kelvin ou en degrés Celsius, mais ce ne sont pas des énergies. Alors tout ça c'est lié, hein, ces concepts-là sont reliés par des formules et sont pas indépendants les uns des autres, mais c'est pas la même chose. Alors l'énergie, la définition est un peu vague et on peut en trouver de plein de sortes différentes. En fait, le travail, quand on étudie un système, c'est de déterminer toutes les sortes d'énergie qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors par exemple, vous en connaissez quelques-unes. Par exemple, l'énergie cinétique, c'est la première qu'on voit en général. Bah, un objet qui se déplace, qui a une certaine vitesse, on va pouvoir définir dessus une énergie cinétique. C'est-à-dire une énergie liée à son mouvement. Cinétique voulant dire mouvement.
L'énergie électrique, c'est de l'énergie d'un système qui maintient des électrons en mouvement. Donc là, c'est du mouvement, mais c'est du mouvement d'électrons, donc ça porte un nom particulier, c'est l'énergie électrique. Donc, par exemple, quand vous avez un circuit qui alimente une maison, vous avez de l'énergie électrique qui est transportée à l'intérieur. Vous avez l'énergie chimique aussi, la pile qui permet de générer une tension électrique, et donc c'est un transformateur, la pile, qui transforme l'énergie chimique à l'intérieur d'elle-même en énergie électrique à l'extérieur. L'énergie chimique, vous en avez aussi quand vous récupérez par exemple une bouteille de gaz de propane ou quelque chose comme ça. Si vous l'utilisez pour faire de la combustion, vous transformez de l'énergie chimique en énergie autre chose. Et par exemple, si vous allumez une ampoule, vous avez transformation d'énergie électrique en énergie de rayonnement électromagnétique, visible cette fois-ci, de l'énergie liée au rayonnement électromagnétique, donc de la lumière par exemple. Alors, on ne peut pas créer ou détruire de l'énergie, on est obligé de la transformer. Alors, des exemples de transformation d'énergie, il y en a plein, on fait ça tout le temps en fait. Si on brûle du gaz, on transforme de l'énergie chimique en énergie thermique. Alors, si on regarde le fonctionnement d'une centrale nucléaire, on a un alternateur, c'est-à-dire un dispositif qui va transformer de l'énergie nucléaire en énergie électrique. Alors, il y a des étapes intermédiaires, hein, mais l'énergie nucléaire, c'est l'énergie contenue dans les noyaux des atomes, et l'énergie électrique, c'est ce qui est produit par l'alternateur grâce à l'énergie nucléaire. Donc, c'est une transformation d'énergie. Et un exemple un peu plus prosaïque, si vous faites de la balançoire, en fait, ce que vous faites exactement, c'est que vous transformez en permanence sur une balançoire de l'énergie de pesanteur, liée à votre position dans le champ terrestre de pesanteur, en énergie cinétique, et ainsi de suite. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement à l'énergie électrique. Et on va faire 2-3 petits rappels. L'électricité, c'est un phénomène qui est lié au mouvement des électrons dans la matière. Mais pas n'importe quel mouvement, pas le mouvement aléatoire habituel lié à l'agitation thermique, mais le mouvement dirigé. On va mesurer la quantité d'électrons qui bougent ensemble dans une même direction grâce à des appareils de mesure, et on définit comme ça le courant électrique, avec un ampèremètre, ça se mesure. Et la raison pour laquelle les électrons se déplacent dans la matière, c'est lié à l'existence d'une tension électrique. Bon voilà, la tension électrique, c'est la raison pour laquelle il y a un courant électrique qui s'établit. Alors, donc, comme je disais, dans la matière, les électrons se promènent. Alors, en particulier dans les milieux métalliques, il y a beaucoup d'électrons qu'on dit libres parce qu'ils ne sont pas forcément associés à un seul atome. Ils se baladent un petit peu d'atome en atome plus facilement. Quand le métal est à l'air libre, au repos, les électrons se baladent n'importe où, n'importe comment, dans tous les sens. En moyenne, ils ne se déplacent pas, mais individuellement, ils vont aller à droite, à gauche, etc. Si vous mettez une tension électrique dans un métal, là, immédiatement, les électrons vont se déplacer tous dans la même direction, vont s'ordonner en fait, et c'est là qu'on va avoir apparition d'un courant électrique. Donc si on a notre métal où tous les électrons sont bien en train de se déplacer dans la même direction, si on place un compteur, qu'on va appeler un ampèremètre, on va regarder le nombre d'électrons qui passent à travers le compteur, et ça va nous donner une indication sur la quantité d'électrons qui se déplacent pendant le temps où on a compté, et c'est ça qui va définir le courant. Le courant électrique, microscopiquement, c'est défini par le nombre d'électrons qui passent à travers un morceau de métal, divisé par le temps pendant lequel on a compté le nombre d'électrons qui passaient. Ça nous donne un débit, si vous voulez, un débit d'électrons. Plus le débit est important, plus le courant est important. Plus il y a beaucoup d'électrons qui passent. Hop, hop, hop. Là, par exemple, j'ai une quinzaine d'électrons qui sont passés pendant une seconde, donc j'ai un courant de 15 électrons par seconde. Alors, on compte exactement en coulombs par seconde, et voilà, mais le coulomb, c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électrons. Un système soumis à une différence de potentiel électrique et parcouru par un courant reçoit ou fournit une puissance. En fait, on va pouvoir définir pour un objet une puissance qui est liée à la tension et au courant qui le parcourt. Donc si on prend un dipôle, en régime permanent en fait, il a une certaine tension à ses bornes, il a un certain courant qui le traverse, on va donc avoir une certaine puissance. Alors, si c'est un dipôle actif, c'est-à-dire qui fournit de l'énergie, qui fournit de la puissance va être positive.
Si c'est un dipôle qui fournit de l'énergie, la puissance est négative, hein, puisque le dipôle perd de l'énergie, perd de la puissance. Et si la puissance est positive, c'est qu'il la reçoit, donc elle est positive. Hein. Et par exemple, c'est le cas d'une résistance qui va recevoir de la puissance. Elle n'est pas capable de délivrer de la puissance, la résistance. Elle peut juste la recevoir. Et en général, le lien entre la puissance et l'énergie, c'est juste que la puissance, c'est l'énergie échangée par un système par unité de temps. Donc le lien entre la puissance et l'énergie, c'est le temps. Une autre manière de se rappeler ça, c'est que l'énergie, c'est la puissance d'un système multipliée par le temps pendant lequel le système échange de l'énergie. Alors, on va prendre un exemple d'une pile qu'on branche à une résistance. Alors, lorsqu'on branche une pile à une résistance, immédiatement, on ferme un circuit électrique. Comme on ferme un circuit électrique, les électrons vont pouvoir se déplacer du pôle moins au pôle plus. On va donc avoir un courant qui s'établit. Et l'établissement du courant à travers une résistance va donner lieu à l'apparition d'une tension. Alors, en régime permanent, la puissance reçue par la résistance, c'est le produit du courant fois la tension. Le courant, donc on l'a noté I ici, la tension au bord de la résistance, c'est tout simplement U égale RI, hein, c'est la loi d'Ohm. Et donc si on remplace U dans la formule qui donne la puissance par la valeur que la tension vaut dans la résistance, R fois I, on se retrouve avec R fois I, donc RI carré. La puissance reçue par la résistance vaut R fois I carré. Et la pile, elle, perd une certaine puissance qui vaut moins RI carré. Alors la différence de sens entre le côté pile et le côté résistance, c'est que la tension et le courant sont de sens opposés pour la résistance, et que ce n'est pas le cas pour la pile, donc c'est pour ça qu'on a une différence de signe. La puissance, donc l'énergie est donnée par la pile, est transférée vers la résistance. Dernier point, la résistance, elle, va transformer l'énergie électrique qu'elle reçoit, la puissance électrique qu'elle reçoit, ça va être transformé par effet Joule en énergie thermique, en chaleur. Si on regarde la température d'une résistance parcourue par un courant, cette température va petit à petit augmenter parce que la résistance va dégager de l'énergie thermique qu'elle va échanger donc avec son environnement. C'est le cas pour tous les composants et c'est pour ça que dans les ordinateurs, à cause de l'effet Joule, on est obligé de mettre des radiateurs sur les composants qui dissipent le plus d'énergie pour éviter qu'ils surchauffent. Alors, juste une pile a un fonctionnement un peu plus compliqué que simplement délivrer une certaine tension, quel que soit le courant qu'on lui demande. Et on va modéliser ça par ce circuit ici. Donc ça représente le fonctionnement d'une pile. Ici, on a une pile parfaite qui a une tension U0, qui est ce qu'on appelle la tension à vide. C'est la tension qu'on va mesurer aux bornes d'une pile quand on met un multimètre dessus en la sortant du circuit. Il n'y a pas de courant débité dans la pile, la tension vaut U0. Et à côté de la pile, en série, on va mettre une petite résistance qui représente les défauts internes de la pile, ce qui fait que plus on va demander de courant à une pile, plus la tension au bord de la pile va diminuer. Et si on demande beaucoup trop de courant au bord d'une pile, on va avoir une tension quasiment nulle. Ce modèle permet de rendre compte de ce qui se passe quand on utilise une pile dans la vraie vie, et je vous propose de faire l'exercice 32, page 262, pour vous entraîner à ça, et voir un petit peu concrètement ce que ça veut dire. Autre problématique, le lien entre puissance et énergie est assez intéressant et important. Donc on va essayer de l'illustrer sur un exemple un peu simple. L'application que je vous propose de regarder, c'est une application toute bête. Je veux chauffer de l'eau, pour faire un thé par exemple, et donc je veux chauffer l'équivalent du contenu d'une tasse d'eau de 80 degrés, c'est-à-dire que je veux le passer de 20 degrés, la température ambiante, à 100 degrés, pour faire mon thé. Alors, on sait que pour en élever de 80 degrés 125 grammes d'eau, il faut une certaine quantité d'énergie que je peux calculer avec la formule qui est représentée là. Donc 80 degrés, c'est la variation de température que je veux parcourir, fois 125 grammes, le nombre de grammes d'eau que je veux chauffer. Et on sait que pour augmenter d'1 degré 1 gramme d'eau, il faut 4,18 joules
Donc je vais avoir besoin de 80 x 125 x 4,18 joules pour chauffer mes 125 grammes d'eau de 80 degrés, à peu près. Le résultat qu'on trouve, c'est qu'on a une quantité d'énergie nécessaire d'environ 41,8 kJ. Donc ça, c'est la quantité d'énergie qu'il faut que j'échange avec l'eau pour qu'elle augmente sa température de 80 degrés. Alors maintenant, si je prends un micro-ondes qui fait 1 kW, 1000 watts, et que je me demande en bout de combien de temps mon micro-ondes aura donné 41,8 kJ à l'eau, je vais tout simplement utiliser la formule de tout à l'heure et diviser l'énergie dont j'ai besoin par la puissance du micro-ondes. Et là, je trouve 42 secondes. Oui, parce que quand on a de l'énergie en joules et de la puissance en watts, le temps est en secondes, c'est l'unité du système international de temps. 42 secondes, c'est le temps qu'il faudra au micro-ondes pour faire chauffer l'eau de 20 à 100 degrés. Dans la pratique, il faut un temps un peu plus long parce que les 1000 watts du micro-ondes ne sont pas entièrement donnés à l'eau. Par exemple, le micro-ondes va aussi chauffer un petit peu la tasse et tout ce qu'il y a dans le micro-ondes. Donc il ne chauffe pas que l'eau, donc il faudra un peu plus de temps, mais c'est un bon ordre de grandeur du temps qu'il faut pour faire chauffer de l'eau dans un micro-ondes. On va regarder par exemple avec une bouilloire électrique. Alors une bouilloire électrique, prenons une bouilloire électrique qui fait 3000 watts, et on va la remplir pareillement avec de l'eau. Et bien là, cette fois-ci, j'ai toujours la même quantité d'énergie à donner à l'eau, 41,8 kJ. Par contre, je vais utiliser un appareil qui a une puissance de 3 kW, 3000 watts. Dans ces cas-là, le temps nécessaire pour chauffer l'eau est de 14 secondes seulement. Ça va plus vite de chauffer de l'eau avec un appareil plus puissant, ce qui est assez cohérent. Donc, la puissance, en fait, c'est un petit peu la quantité d'énergie par unité de temps que je peux donner, ou que je peux échanger. Mon micro-ondes de tout à l'heure pouvait échanger 1000 watts, c'est-à-dire 1000 joules par seconde. Ce qui est bien, mais c'est moins bien que ma bouilloire qui peut échanger 3000 watts, 3000 joules par seconde. Donc, la puissance, c'est quelque part une mesure du débit, de la facilité avec laquelle on va pouvoir rapidement échanger de l'énergie ou pas. Un appareil qui est puissant, c'est un appareil qui est capable d'échanger vite de l'énergie, indépendamment de la quantité d'énergie qu'il va échanger en tout. Donc, je vous propose de faire un exercice indiqué en bas de la page, là. Je vous propose de faire un exercice pour essayer de travailler sur cette notion de puissance et d'énergie, dans un exemple un peu plus concret, et de vérifier que vous avez bien tout compris. Cette partie-là sur les échanges d'énergie au niveau électrique est terminée, c'est la fin de la première partie. Je vous propose de nous retrouver bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et bon courage. Au revoir.